Après le premier exemple que je vous ai donné avec le pilotage automatique, automobile ou le permis de conduire, j'en arrive à un deuxième exemple sur l'utilisation de ce cube de l'auto-évaluation pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de l'utilisation d'un portfolio. Portfolio ou écrit réflexif, ce sont des situations que l'on retrouve souvent en formation et qui sont parfois utilisées sans trop prendre conscience de la situation dans laquelle on place nos étudiants. Avant de démarrer cet exemple sur le portfolio, je reviens peut-être sur le cube avec quelques éléments théoriques. Alors, dans ces éléments théoriques, on a tout d'abord toute la dimension de l'acteur. L'acteur, qui est ce qui s'évalue. Derrière cet axe, on a plusieurs références théoriques. On va pas les citer toutes, mais parmi celles auxquelles je fais le plus référence, les travaux de Linda Halal sur l'auto-évaluation, la co-évaluation, l'évaluation mutuelle, l'auto-évaluation stricto sensu, etc., etc. Donc, Linda Halal a beaucoup travaillé sur ces formes d'évaluation. La deuxième source, on en a déjà parlé dans la première vidéo, c'est toute la dimension de l'auto-évaluation socialisée, le fait que lorsque je m'auto-évalue, je ne suis pas si seul. Et ici, plusieurs acteurs, vous les trouvez ici, se sont emparés de cette question pour les présenter. Dans la deuxième dimension, donc les destinataires, nous avons trois sources principales qui m'ont inspiré dans la création de ce cube. Tout d'abord, la réflexivité individuelle ou la réflexivité sociale. Ça, c'est Jean-Claude Kaufmann qui, dans son carré dialectique de la socialisation de l'individu, nous propose une réflexion sur cette réflexivité individuelle, ce que je pense que je dois faire, et la réflexivité sociale, ce que je pense que les autres pensent que je devrais faire. Et puis, il nous démontre dans son écrit sur Ego, de 2001, il nous montre à quel point le dialogue qui va se construire entre ce que je pense que je dois faire et ce que je pense que les autres pensent que je devrais faire va être extrêmement fécond de réflexion, de positionnement, etc. La deuxième dimension, c'est toute la dimension de renormalisation. Donc, comment est-ce qu'un individu petit à petit est capable de s'approprier une norme, mais en même temps, en s'appropriant la norme, Yves Schwartz nous montre bien qu'il va également la traduire, il va la transformer. Le travail prescrit ne sera jamais le travail réel parce que le travail prescrit va être réinterprété par l'individu. Et enfin, le troisième élément, c'est cet intérêt ou mandat qui est interne ou externe. Et là, je me suis beaucoup inspiré des travaux de Anton Strittmatter, qui, dans l'évaluation des établissements scolaires, a souvent mis en évidence le fait qu'une évaluation interne, auto-évaluation de l'établissement, est tout à fait différente d'une auto-évaluation externe qui est souvent demandée par une direction ou une inspection à des fins de contrôle. Et dans la troisième dimension, nous avons donc la posture défendue par Luc Boltanski, qui est que la réflexivité s'exerce toujours selon deux dimensions. Soit j'exerce une réflexivité par confirmation, soit une réflexivité par critique. La réflexivité par confirmation, je m'observe et j'aimerais voir si je ressemble à un modèle. La réflexivité par critique, je m'observe et je regarde dans quelle mesure je me distancie de ce modèle. Ça renvoie également à la dimension de genre et style professionnel. Pour Yves Clos, le genre professionnel, c'est la manière de faire, on pourrait dire, du groupe. Si on prend un enseignant, ou les enseignants en général, comment se comporteraient-ils dans une classe? Et derrière les réponses que l'on va donner, on est en train de définir le genre professionnel. Alors que chacun va avoir ses habitudes à lui. On va différencier un professeur d'un autre parce que chacun a son propre style. Et ce qui est intéressant de voir, c'est tout ce travail qui va s'exercer dans chaque métier, dans chaque activité, entre de quelle manière mon activité est conforme au collectif que je représente, mais en même temps de quelle manière mon activité me différencie par rapport aux autres acteurs. Et enfin, la dernière dimension qui se retrouve mobilisée dans la dimension référentielle, c'est bien sûr tout le travail de référentialisation
qui a été abondamment démontré, expliqué par Gérard Figari. Et dans cette référentialisation, on entend là derrière tout le travail d'analyse de l'activité ou d'analyse du travail pour pouvoir recréer le référentiel de compétences. Voilà, ça c'est les dimensions qui sont mobilisées à l'intérieur de ce cube lorsque j'en parle. Et puis, je passe maintenant donc à cette dimension du portfolio. Je vais vous montrer quelques extraits. Donc, c'est des extraits réels qui sont issus de Focus Group. Nous avions travaillé avec 3 collègues il y a quelques années sur l'organisation d'un cours avec un portfolio, mais un portfolio que l'on n'avait pas très bien réfléchi selon moi. On avait mélangé un peu de l'évaluation formative et de l'évaluation certificative. Les gens devaient déposer des informations pour montrer leur progression, mais en même temps, il y avait une part de certification qui se faisait à travers ce portfolio et leurs propos, hein, les verbatims que je vais vous montrer, nous montrent bien qu'on les a mis dans une situation un peu délicate. Alors, allons-y, avec quelques extraits. Sur la première dimension, le référentiel, regardez ce que nous dit un des étudiants. Mais en fait, vous voulez qu'on réfléchisse, vous voulez qu'on fasse des essais, ou bien vous voulez qu'on vous démontre qu'on est capable de faire comme vous nous avez dit. Puis là, on sent très bien. Le fait de réfléchir, le fait d'essayer, c'est tâtonner, c'est expérimenter, c'est être sur un référentiel que l'on choisit. J'ai envie de voir si je suis capable d'attirer plus l'attention de mes élèves, ou j'ai envie de voir quand je théâtralise un petit peu plus mon cours, si ça les captive plus, s'ils sont plus attentifs. Hein. Donc là, on serait sur quelque chose de très choisi. Puis en même temps, est-ce que je dois répondre à ce que j'imagine que vous attendez? Est-ce que je dois démontrer que je suis capable de le faire comme vous me l'avez dit? Ça, c'est un premier exemple qui nous montre que, à propos du référentiel, ce portfolio n'était pas si clair. On peut également voir ici, au niveau des acteurs, dans les verbatims que les étudiants vont nous dire, quand ils nous disent « c'est rassurant de voir la vidéo sans que le prof ne la regarde ». Alors, dans le cours que l'on proposait, les personnes en formation devaient se filmer, puis ensuite regarder le film. Nous, professeurs, nous ne regardions pas le film, et ils devaient ensuite se mettre à 2, 3 étudiants ensemble pour regarder les films ensemble, les commenter, et nous n'avions un regard que sur les commentaires qu'ils avaient faits, mais pas sur le film lui-même. Donc, on sent bien que là, au niveau de l'auto-évaluation, tout d'un coup, il y a un côté très rassurant de se dire « j'ai fait, je me suis filmé, et je suis seul à me regarder ». Il n'y a pas le regard du professeur qui est là pour m'observer. L'autre commentaire, nous, on fait des commentaires entre nous, mais vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Donc, on sent également que de laisser les étudiants porter un regard, un jugement sur la pratique qu'ils observent sur la vidéo, sans qu'ils aient de point de repère avec un regard externe qui est en plus considéré comme un regard un peu expert, ça devient relativement inconfortable. Donc, quelque chose qui n'est pas si simple ici non plus. L'auto-évaluation stricto sensu, hein, seule, elle peut quelque part ne se faire que si la personne l'a décidé vraiment pour elle-même, parce que si elle n'a pas les clés pour lire la norme, pour se positionner par rapport à la norme, ça devient compliqué. Sur la troisième dimension, également un élément assez intéressant, hein, finalement, à la fin de ce travail, est-ce que vous allez me mettre une note sur ce que je dis que je veux améliorer, ou bien sur ce que je montre dans la vidéo? Donc, il y a toute cette posture également. Et alors là, on est en train de boucler la boucle parce qu'on a le destinataire, hein, c'est vous qui mettez une note ou bien c'est moi qui dis ce que je veux améliorer, mais finalement, si ce que je dis que je veux améliorer est cohérent, est-ce que vous me mettez une bonne note ou bien vous me mettez une mauvaise note parce que j'avais beaucoup de choses à améliorer? On voit que là, le jeu n'est pas si simple. Et puis, pour terminer, un dernier exemple avec la dimension vous nous dites d'essayer, de tester, d'auto-évaluer. Donc là, on les pousse à aller dans un référentiel qui soit choisi, tester, se développer. Puis en même temps, les étudiants nous renvoient toujours à mais on ne pourrait pas avoir un peu plus d'exemples, de bonnes pratiques, savoir ce que l'on peut essayer sans avoir chaque fois à réinventer la roue. Donc on sent là aussi une tension entre j'ai besoin de ne pas avoir de points de repère pour oser tester, mais j'ai besoin d'avoir des points de repère pour pouvoir me situer.